Merci beaucoup pour vos mots, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les ministres, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs, chers étudiants, chers professeurs, très heureux d'avoir la chance d'être là et veuillez excuser l'absence de cravate. J'étais comme ça avec votre Président il y a quelques instants et donc c'est dans la continuité de ce moment amical que je me trouve devant vous. Alors, je crois que l'objectif est surtout qu'on ait un échange, mais je voulais vous dire quelques mots de ce pourquoi nous sommes dans votre pays, ce pourquoi, avant de quitter la Chine, je tenais à avoir cet échange avec les étudiantes et les étudiants que vous êtes. Il y a beaucoup de choses dans le monde tel qu'il est aujourd'hui en train de se dessiner qui pourraient éloigner la Chine et la France. Il y a d'ailleurs beaucoup de récits qui aujourd'hui se jouent, qui voudraient éloigner ce que les uns appellent l'Occident et le reste du monde, un Sud global et des pays du Nord, etc. Je ne crois pas du tout, pour ma part, à cette vision. Je crois que votre président n'y croit pas non plus. Et je pense que précisément dans le moment que nous vivons, la Chine et la France ont beaucoup à se dire, à apprendre l'une de l'autre et à faire ensemble. Pourquoi ? Parce que nous vivons sans doute un moment, et c'est vos générations qui vont l'affronter, d'extrême complexité et de transformation comme on en a peu vécu. D'abord, on a des déstabilisations géopolitiques et un niveau de tension très fort. Vous le voyez, et vous entendez parler sans doute chaque jour de la guerre lancée par la Russie en Ukraine, qui touche directement l'Europe. On voit les tensions dans la région, qui sont aussi fortes. On voit la rivalité qui existe entre les États-Unis et la Chine, qui va quand même structurer beaucoup de choses. Et tout ça pourrait, en quelque sorte, séparer les continents. À côté de ça, on a une transformation numérique, technologique, avec l'intelligence artificielle et tout ce qui s'ensuit, qui est unique, peut-être qu'on y reviendra à travers vos questions, et qui est une transformation de absolument toutes nos économies, mais aussi de notre manière d'être au monde, de penser le monde. Et elle est structurée, elle aussi, par une très grande rivalité géopolitique. Parce que ceux qui prendront l'ascendant sur cette révolution technologique dessineront beaucoup du monde de demain. On a ensuite une crise climatique qui est déjà là, on en voit les conséquences, mais qu'on parle de biodiversité ou de climat, on a une transition très profonde de nos usages, de nos vies, de nos paysages qui est à l'œuvre. Et puis on a une transition démographique qui touche d'ailleurs nos deux pays. Et c'est pour ça que ceux qui opposent le Sud au Nord se trompent souvent, parce que la Chine comme l'Europe a devant elle une transition démographique qui est une des grandes révolutions qu'on aura à voir. Pour régler tous ces sujets, on a besoin de coopération, on a besoin de se comprendre, de se connaître, de penser, de réfléchir ensemble pour apporter des solutions qui seront les plus concrètes. Or, on est à un moment de fracture inédit. Et donc, alors même que pour faire la paix, pour bâtir la prospérité de demain, pour essayer de gagner les révolutions technologiques, climatiques, démographiques que j'évoquais, il faudrait plus de coopération, on est à un moment de rupture un peu de notre ordre international. Et le monde qu'on avait construit après la Deuxième Guerre mondiale, qui reposait sur ce qu'on appelle le multilatéralisme et donc de la coopération entre les puissances, il est en train de se fissurer, de se fracturer, pour ne pas dire qu'il est déjà en train de se refragmenter. C'est ça ce qui est à l'œuvre. Et ce que certains veulent installer à travers leur discours. Et c'est de passer au fond d'un monde multilatéral à un monde multipolaire, avec quelques puissances qui structurent le monde et des vassaux, si je puis dire, mais qui ne travaillent plus ensemble. Et je pense que ça, c'est une erreur fondamentale. Et donc, ce que nous portons, c'est de croire dans un multilatéralisme efficace. Et je crois que c'est ce que la Chine porte aussi, et c'est l'intérêt de la Chine et de la France de défendre ce multilatéralisme efficace pour relever les défis contemporains. Parce que tout ce qui nous séparera nous rendra beaucoup moins efficaces et ne nous permettra pas de régler ce que je suis en train de dire. C'est pourquoi
la Chine et la France ensemble croient très profondément dans la manière de redonner à ce multilatéralisme beaucoup plus de force. On en a parlé à l'instant même avec le président Xi Jinping. Essayer justement de redonner à cet ordre international un peu de sérénité, de stabilité, en le refaisant fonctionner. Il se trouve qu'on a une chose en commun entre la Chine et la France, nous sommes membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ça veut dire que nous sommes des puissances militaires dotées de l'arme nucléaire, des puissances diplomatiques qui avons un rôle un peu particulier. On est toujours autour de la table pour faire fonctionner cette organisation inédite qu'on a créée après la Deuxième Guerre mondiale, et on a un pouvoir de veto. Ce à quoi nous croyons et ce que nous voulons faire, c'est de remettre ces 5 membres permanents autour de la table pour essayer ensemble de traiter des quelques grands sujets. La paix, et donc de traiter des grands conflits en cours, les transformations, et en particulier l'intelligence artificielle. Nous, on croit que le bon cadre pour avoir la conversation internationale, pour que ça fonctionne, que ça ne se fragmente pas, ce sont les Nations Unies et les grandes questions climatiques et de biodiversité. Et d'ailleurs, ces dernières années, quand on a travaillé ensemble, Chine et Europe, on a fait avancer cet agenda. Il y a presque 10 ans, jour pour jour, s'il y a eu un accord à Paris sur le climat, c'est parce que la Chine, les États-Unis, l'Europe se sont mis d'accord et ont fait fonctionner un cadre onusien. S'il y a à peine 2 ans, on a réussi, après des décennies d'attente, à trouver un cadre international pour réguler la haute mer et protéger nos océans, c'est parce qu'en particulier, la Chine et la France ont décidé de travailler ensemble. Et on a fait avancer les Nations Unies. Et donc, rendre plus forte le cadre des Nations Unies, le droit international, réussir à travailler ensemble pour remettre tout le monde autour de la table, c'est, je crois, la vocation, la tradition diplomatique, la vocation et l'ambition de la Chine et de la France aujourd'hui. Et c'est très important pour les étudiants que vous êtes, si je puis me permettre de vous interpeller cet après-midi, ne cédez pas aux sirènes de la division. Il y a beaucoup de gens qui vont vous expliquer que l'Europe est vieille, que l'Europe ou que les pays les plus riches, ceux qu'on trouve au G7, sont arrogants, déjà riches, qu'il y a un Nord qui méprise un Sud global. Tout ça sont des récits, des inventions. On a fait progresser toute notre planète, de la Chine à la France, à chaque fois qu'on a su coopérer dans le respect réciproque, dans la considération. Moi, je ne crois pas à toutes ces théories. Nous partageons la même planète quand on parle de climat. On partage le même monde quand on parle de conflit. Et donc, c'est notre capacité, au-delà des frontières, des zones géographiques, à concevoir avec respect, esprit de responsabilité, le même agenda pour la paix, la prospérité et le climat, qui nous permet d'avancer. Ça, c'est la première chose dont on est sûr. La deuxième, c'est qu'il nous faut repenser, ouvrir une voie de rééquilibrage économique. On pourrait y revenir si vous avez des questions, ce n'est pas le cœur de notre débat aujourd'hui. Mais en vrai, on voit bien qu'il y a des déséquilibres qui sont en train de se jouer aujourd'hui. Beaucoup accusent la Chine toute seule, c'est faux. Mais si je devais résumer un peu l'état de la planète, on a des pays en voie de développement plutôt au sud qui sont en situation très difficile aujourd'hui, qui subissent les tensions géopolitiques, les déséquilibres. On a des États-Unis d'Amérique qui ont des déficits jumeaux, c'est-à-dire budgétaires et de commerce extérieur, qui à la fois les rendent dépendants du reste du monde, mais aussi rendent une partie du reste du monde dépendant du dollar, qui est l'élément de rééquilibrage de ces déficits. On a une Europe qui n'investit pas assez et qui elle-même manque de compétitivité. Et on a une Chine qui a beaucoup investi, surtout après le Covid, et qui exporte massivement, mais qui ne consomme pas assez. Et tout ça est en train de créer des déséquilibres qui ne sont pas soutenables. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est avoir un agenda entre l'Europe et la Chine, là aussi, coopératif, pour essayer de redonner, de recréer un équilibre aux affaires économiques. L'Europe doit se réformer beaucoup plus vite, être plus compétitive, simplifier ses règles, être plus productive. La Chine doit consommer davantage. La Chine doit ouvrir davantage son marché aux biens et produits qui viennent d'Europe. Et l'Europe doit ouvrir de nouvelles perspectives d'investissement direct aux grandes entreprises chinoises qui sont aux avant-postes
sur le plan technologique pour qu'elles viennent faire ce qu'on a fait ici il y a 20-30 ans, du transfert de technologie sur ces éléments clés qui nous permettront de réussir notre transition énergétique, climatique, de mobilité encore plus vite. Et ensemble, on doit réussir à calmer les choses, parce qu'on voit bien, si on laisse tout dans la rivalité sino-américaine, le risque, c'est j'interdis les exportations vers chez toi sur ceci, et je te réponds en les interdisant sur cela. Et on va détruire de la valeur pour tout le monde. Cet agenda de rééquilibrage sino-européen, c'est, je crois, une voie pacifique, coopérative sur le plan économique, de la même manière que réinvestir les enceintes onusiennes et refaire fonctionner le P5 au niveau de l'ONU est la bonne voie sur le plan diplomatique et climatique. Pour réussir tout ça, et je m'arrêterai là parce que je veux surtout répondre à vos questions, nous devons continuer de mieux nous connaître. Et au fond, le grand risque, et je pense que c'est encore plus vrai pour vos générations, mais ça l'est déjà pour nous, c'est qu'à une ère où tout le monde est connecté, on a l'impression de se connaître. C'est faux et c'est très superficiel. La connaissance intime de ce que nous sommes, de nos cultures, de nos langues, de nos musiques, de nos arts, de nos civilisations, est indispensable. Elle est parfois pas suffisante pour se comprendre totalement et agir ensemble. Mais elle est nécessaire si on veut éviter, au fond, de s'ignorer progressivement, de ne pas se comprendre, de laisser les malentendus s'installer. Et je crois que très profondément, la Chine comme la France sont des très grandes civilisations qui se sont construites sur cette estime mutuelle, cette compréhension, oserais-je dire, cette amitié, voire cet amour. Et c'est pour ça qu'en étant là devant vous aujourd'hui, je voulais vous dire d'abord la très grande estime que nous avons pour votre université, Monsieur le Président. Il y a ici, dans la délégation qui m'accompagne, non seulement plusieurs ministres, mais également une trentaine d'établissements supérieurs d'enseignement en France, de recherche. Certains, vous les avez cités, ont des partenariats avec le vôtre. Nous avons aujourd'hui environ 30 000 étudiants chinois en France. Nous en voulons encore davantage. Venez en France étudier, apprendre la langue française, mais étudier l'intelligence artificielle, étudier les mathématiques, la physique, le quantique, étudier les beaux-arts, etc., etc. Et nous souhaitons avoir encore plus d'étudiants français en Chine. Et nous nous sommes donné avec le président Xi Jinping un objectif à 10 000 d'ici 3 ans, mais on veut encore aller plus loin. Parce que là aussi, c'est essentiel pour nous, pour mieux nous connaître et progresser. Et nous souhaitons continuer aussi les partenariats. On en a déjà beaucoup, ils sont importants, ils sont structurants. Mais toutes ces dernières années, on a intensifié la relation culturelle. De la cité interdite avec Versailles, entre nos musées. Là, nous allons, par exemple, pour le Sichuan, nous venons de signer un accord très, très important qui va permettre pour la première fois d'avoir les trésors du Sanxingdui au musée Guimet, avant le classement UNESCO, au moment du classement UNESCO, ce qui permettra d'avoir les trésors archéologiques du Sichuan qui seront exposés en France. Et on veut continuer d'avoir cette intimité. Parce que c'est par cette connaissance réciproque qu'on pourra continuer, au fond, de coopérer, d'agir ensemble, d'être ensemble au monde. Parce qu'aussi grande soit la Chine, je ne pense pas qu'elle réussira au XXIe siècle en étant autarcique, isolée, seule. Et aussi belle soit l'Europe, je ne pense pas qu'elle puisse réussir au XXIe siècle sans coopérer, comprendre d'autres civilisations et avancer avec elles. Et je crois très sincèrement que la Chine et la France ont cette responsabilité par les échanges humains, les échanges universitaires, culturels, et par cette ambition commune sur le plan économique et diplomatique que je viens à grands traits de brosser, eh bien, de faire coopérer les femmes et les hommes pour pouvoir bâtir un XXIe siècle qui nous permette de relever ces défis. Ce siècle, c'est le vôtre. Vous êtes des générations qui allez le bâtir, y vivre, l'habiter. Et ce siècle ne sera vivable que si nous savons, à l'échelle de la planète, nous connaître, avoir cette patience et bâtir ensemble
les solutions d'avenir. Je ne serai pas plus long, je veux maintenant répondre à vos questions. 感谢总统先生的精彩演讲。Si vous deviez conseiller aux étudiants chinois une œuvre qui peut permettre de mieux découvrir la culture et l'esprit de la nation française, laquelle choisiriez-vous et pour quelles raisons? Merci beaucoup. Merci. D'abord, merci pour votre français. Merci d'apprendre le français et d'être l'incarnation vivante de ce que j'évoquais un instant. Écoutez, si je choisissais un poète, même s'il est poète, romancier, dramaturge, je vous dirais sans doute Victor Hugo et je vous conseillerais de lire La légende des siècles. Parce que vous avez à la fois, je dirais, le grand récit de la France et même au-delà de notre imaginaire. Et puis si je vous conseillais un roman, je vous inviterais sans doute à lire Les Trois Mousquetaires. Parce que vous avez là une partie de l'histoire de France, mais vous avez surtout l'esprit chevaleresque qui va avec la France. Et puis, s'il fallait une pièce de théâtre, je vous dirais de lire Molière, à coup sûr, et la Comédie Française d'ailleurs, qui en est héritière, est avec nous dans cette délégation. Et de Molière, c'est très difficile de vous en conseiller une, mais je vous conseillerais peut-être Le Misanthrope. Parce qu'elle est à la fois une belle description de ce qu'a été, de ce qu'est le système de pouvoir dans la France, et nous avons parfois des similitudes, mais de ce qu'est l'importance de l'âme humaine, de sa singularité, et du refus de céder parfois aux lois du collectif. Voilà les trois auteurs et les trois œuvres. J'ai un peu triché, mais j'ai pris un poète, un romancier et un dramaturge. 好，感谢总统的分享，也感谢这位同学的提问。接下来，同学们，请举手。哦，好，那边那位男同学，帅哥。尊敬的马克龙总统，我是来自四川大学生命科学学院的戴经统，非常荣幸能听了您的演讲。我们四川大学与巴黎政治学院、法国国立东方语言文化学院、巴黎南泰尔大学等法国高校都建立了合作项目。您认为未来中法高校是否会推出更多的交流项目、联合培养和实习计划，以促进国际化的青年人才培养？另外，您认为中法高校可以在哪些领域深入合作，共同推动国际化的青年人才培养呢？谢谢。Merci beaucoup. Comme je vous l'ai dit, notre ambition, c'est d'aller en effet beaucoup plus loin, de continuer les échanges d'étudiants, mais également les échanges de doctorants et de post-doc, et d'avoir beaucoup de projets de recherche. Et je pense que c'est très important parce que, surtout dans votre domaine, je pense qu'il y a un petit risque de fragmentation du monde, pour se parler franchement. Il y a eu un avant et un après Covid, et on l'a vu. Et ici, vous parlez très franchement, il y a eu une tension qui s'est jouée, y compris au sein de l'Organisation mondiale de la santé, et il y a une très forte tension entre la Chine et les États-Unis sur la question de la santé. Or, nos instances onusiennes, elles appartiennent à tout le monde. Et il faut qu'il y ait les Européens, évidemment tous les continents, les Chinois et les Américains qui y soient présents. Et donc, nous voulons veiller à ce que tout le monde continue de coopérer, parce que dans tous ces domaines, dont le vôtre, on a besoin d'une science, et je veux insister sur ce point, libre et ouverte. Et on vit un moment qui est très dangereux. Parce que il y a en fait 6-7 ans de cela, c'était mon premier mandat pour ma part, vous étiez pas encore étudiant, mais vous étiez déjà en âge de connaître tout ça, personne n'osait remettre en cause l'idée d'une science libre et ouverte. Et au fond, à partir du Covid et ensuite, il faut bien dire que les deux principales puissances économiques et scientifiques sont venues un peu bousculer cet ordre établi.
Et on s'est mis à moins partager de publications avec l'OMS et avec les partenaires en matière de santé, parfois même ici, ce qui n'est pas une bonne chose. Quand je dis ici, ce n'est pas dans votre université, c'est en Chine. Et on s'est mis aux États-Unis à faire un peu pareil, à dire on n'a plus le droit de venir chercher sur telle ou telle chose. Le mot climat ou le mot diversité ne doit plus faire partie des programmes de recherche. Je pense que c'est une vraie erreur. Je pense que le trésor qui est le nôtre, c'est celui d'une connaissance universelle, d'échange, et cette connaissance n'appartient à personne. Et elle se fertilise par le fait que des esprits vont pouvoir, peut-être ici, dans le fin fond de Sichuan, échanger avec quelqu'un au tréfonds de la Californie, avec une université à Paris ou à Grenoble, et ensemble concevoir un programme de recherche, parce qu'ils parleront de la même discipline et ils échangeront de manière libre en tant que chercheurs, en tant qu'amoureux de la connaissance humaine. Et donc ça, c'est la plus belle des libertés. Et en fait, nous ne sommes toutes et tous véritablement libres que si on est libre de connaître et que si cette connaissance est échangée. Et donc, ce n'est pas au gouvernement de décider on peut piloter de la recherche, on peut dire notre priorité est là ou là. J'ai donné quelques-unes des priorités qui sont les nôtres. Mais il faut chérir la liberté académique, la liberté d'enseignement, la liberté de recherche, parce qu'elle est fondamentale et elle permet en fait aux gens qui savent et qui cherchent de choisir en quelque sorte de continuer d'étendre cette connaissance libre. Et c'est comme ça que depuis des siècles nous avons avancé. Je me permets d'insister sur ce point parce qu'il ne faut pas le perdre de vue et que ces dernières années,